Bonjour, donc cette rencontre est autour de Charcot, qui est le personnage créé par Franck Tillier, et dont vous avez lu combien d'aventures? Jusqu'ici, on en est, je crois que je suis dans la lecture du 9e livre. Et donc vous êtes comédien, vous faites du doublage, et Oui. là il s'agit juste d'une lecture. Et quelles sont les difficultés pour lire quand on a comme moyen d'expression, quand on n'a que la voix? Pas de gestes, pas d'expression. Non, mais bon, disons déjà que c'est bien écrit. Pardon, mais je vais pas faire de compliments en l'air, mais c'est agréable à lire de toute façon. Donc il y a déjà toute l'atmosphère qui est là. Il suffit juste en fait c'est un exercice que j'aime beaucoup, moi, la lecture à voix haute. Je lis les histoires à mes enfants, etc., etc. Enfin bon, des livres même. Et quand c'est bien écrit, que tout est là, il suffit juste de se laisser porter, en fait. On va être un peu plus... au niveau du rythme, on va être un peu plus lent quand l'atmosphère est un peu pesante. Quand il y a de l'urgence, on va accélérer un peu. Pour les dialogues, on en parlait tout à l'heure. Il faut vraiment jouer. Faut être dans l'humeur, etc. Trouver les différents tons, les différents rythmes des personnages. Mais c'est beaucoup de concentration aussi. Il faut vraiment... faut pas s'écouter soi-même. Faut être vraiment dans le truc, C'est une dans sa immersion. bulle. Ah, c'est une immersion totale. Puis le cadre s'y prête. On est quand même dans une petite cabine, à une table, avec la tablette devant nous, le casque, le micro, et c'est une espèce de tunnel, quoi. C'est vraiment comme quand on lit un bouquin pour Est-ce qu'il soi. y a une préparation spécifique? Est-ce que vous lisez les livres plusieurs fois, une fois? Je fais 2 heures de yoga avant chaque séance. Non, mais je lis les livres, bien sûr. Enfin, quand on a l'occasion. Là, j'ai pu tous les lire. On les a mis à ma disposition, toute la collection, avant qu'on attaque l'année dernière. Donc, je lis toujours le livre avant, évidemment, pour savoir un peu où je vais, pour pouvoir anticiper, pour pas être surpris. Voilà, donc c'est... à part ça, la préparation, non, faut juste être plutôt en forme pour être disponible et pouvoir justement s'immerger dans tout ça. Et du coup, il y a quand même plusieurs personnages. Est-ce que c'est plusieurs voix? Comment vous modulez? Justement, vous dites que par rapport au dialogue, il y a une différence déjà dans la lecture, mais par rapport aux différents personnages? Mais les personnages, bon, alors il a fallu trouver la voix de Charcot déjà. Donc il parle, voilà, il y a une voix assez profonde, voilà, qu'on fait évoluer, notamment sur 1991. J'ai essayé d'être, vu que ça se passe longtemps avant, j'ai essayé d'être un peu plus léger. On y reviendra. On y reviendra, pardon. Après, c'est pas une question de voix. Enfin, si, bien sûr, il y a des personnages. Quand je me retrouve à jouer le rôle d'un psychopathe fou, dangereux, notamment là, je suis dans la lecture de Angor en ce moment. Comment il s'appelle, celui qui est en prison, là, qui vient voir celui qui a. Bon, enfin, il y a toujours beaucoup de psychopathes dans mes livres. Il a une espèce de voix comme ça, très. Voilà. Et justement, le fait de. Vous parliez que le seul vecteur soit la voix, il faut essayer de caractériser les choses, en fait. Et notamment les personnages, par un rythme, par un timbre. Je ne change pas de voix quand je fais la voix de Lucie Hennebel. Évidemment, avec ma voix, je ne vais pas faire une voix je peux pas faire une voix de femme. Donc j'essaie d'être un peu plus léger pour marquer les différences, pour que l'audiolecteur, lui, ne soit pas perdu. Quand ils sont 5, parfois c'est dur. Non, mais quand ils sont 5 dans la salle d'autopsie, par exemple, ou alors en réunion au 36, et qui sont en train d'élaborer toutes les théories, les machins, et qu'il y a le chef de la police, Charcot, Lucie, Robillard, et j'en passe. Robillard, il a un peu une voix comme ça, il est un peu plus... voilà, voilà, le costaud, machin. Bélanger, j'adore Bélanger. Là, je suis en plein dans l'histoire avec Angor, avec Lucie, l'autre Lucie. Il va pas bien, le pauvre. Il est un peu plus léger, etc. Il a un rythme un peu plus rapide. Donc voilà, on caractérise par un rythme, par un timbre, pour que quand ils se coupent la parole, quand ils parlent les uns sur les autres,
l'audio-lecteur ne soit pas perdu. Mais c'est un super exercice en même temps, pour un acteur, je veux dire. Vous préparez ça, vous savez à l'avance un peu comment vous allez orienter? Je repère, alors parfois, c'est pour ça que je lis les bouquins avant, je repère dans les dialogues qui parle, parce que parfois, c'est pas toujours mentionné, c'est pas, il y en a un qui est... Mais par le rythme, par ce qu'ils disent, on en déduit que c'est un tel ou un tel. Oui, mais ça, c'est intéressant parce que, alors moi, dans l'écriture, parce qu'il y a un vrai... Enfin, il y a un vrai parallèle, c'est-à-dire que dans l'écriture, moi, quand il y a plusieurs personnes comme ça, je ne suis pas très fan des incises, de dire qui parle, parce que normalement, si le dialogue est bien fait, si le livre est bien écrit, si les personnages sont bien caractérisés, dans la manière de parler, les expressions, le rythme, normalement, le lecteur sait qui parle. Et donc, c'est vrai que quand il y a plusieurs personnes, il y a très peu de, voilà, dit-il, répondit-il, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut réussir c'est un exercice que le lecteur doit faire, et donc forcément à l'audio c'est pareil, ça se retranscrit de la même façon. Oui, mais alors justement à l'audio c'est quand même, moi je préfère quand il n'y en a pas, parce qu'au moins voilà, parce que quand on est en plein milieu d'une phrase, d'un dialogue, et que mais comment ça se passe, fille Bélanger, Oui. mais là, dit Lucie, il faut forcément marquer la différence de ton, donc ça casse un peu le truc. Nous enfin moi dans ma lecture et dans mon interprétation entre guillemets, ça me casse mon rythme aussi. Donc voilà, il faut juste savoir qui parle. Donc je prends mes petits repères, mes trucs. Parfois, avant des gros dialogues comme ça, je fais une pause, je dis alors attends, là c'est machin, hop, et on y va. Et après, jouer tout seul, c'est ce que je disais, voilà, pour un acteur, c'est super intéressant de se retrouver à interpréter 4 personnages qui se parlent les uns, qui se coupent la parole, qui machin, qui truc, en changeant de voix, en changeant de rythme. Enfin, c'est très drôle, c'est très... Je m'amuse bien. Et là, je voudrais justement demander à Franck, est-ce que la voix de Charcot vous convient? Est-ce que c'est... Bah oui, elle fonctionne. Est-ce qu'elle va bien avec ce que vous aviez imaginé? Vraiment, elle fonctionne très bien. Alors, c'est difficile parce que, a posteriori, c'est-à-dire ça colle vraiment. C'est-à-dire, j'aurais pu imaginer la voix de Charcot de cette manière-là. Mais quand on crée un personnage, c'est toujours difficile de... Alors on imagine toujours un physique, on imagine une voix, mais on imagine très peu de critères dans une voix finalement. On dit juste, voilà, il va avoir la voix grave parce que le personnage, il est massif, il a un passé, un passé rude. Donc on imagine une voix comme ça, qui est cohérente avec la construction du personnage qu'on fait. Donc je ne voyais pas Charcot avec une voix aiguë, parce que ça ne colle pas. Mais... Alors qu'en fait, donc, moi c'était ça, c'est-à-dire une voix grave, un peu granuleuse, comme ça, qui a du vécu. Mais en fait... Une voix, c'est beaucoup plus riche que ça. C'est-à-dire, une voix, il y a autant de voix qu'il y a de personnes, en fait. Il y a une tonalité, il y a un rythme, on peut monter et descendre. Et donc, c'est difficile de dire, voilà, c'était pile cette voix-là, parce que toutes les voix sont différentes. Mais voilà, ce que je dis, c'est-à-dire, la voix de Jérémy colle vraiment au personnage. Et c'est vrai que le fait d'entendre les audios fait que maintenant, la voix de Charcot, c'est celle-là, parce que forcément, il y a quelque chose qui s'imprime en moi, en me disant, bah voilà, avant, je n'avais pas forcément de voix bien définie, sauf prendre celle une voix existante. Mais comme je ne fonctionne pas comme ça, je ne prends jamais, ni pour les physiques, ni pour les voix, je les invente, en fait. J'ai juste une vague image. Mais une fois que ça existe, il y avait eu le film, La Chambre des Morts à l'époque, Lucienne Bell, Mélanie Laurent, le cinéma. Maintenant, quand j'imagine Lucie, c'est un peu... Mélanie Laurent. Et là, pour la voix, voilà, c'est pareil, parce qu'elle colle tellement que, elle s'est imprimée dans mon esprit, ça fonctionne, quoi. Merci, patron. Alors là, justement, vous y avez fait allusion, 1991 que vous avez lu, pose une difficulté supplémentaire, c'est que c'est une aventure, une préquelle, c'est la première enquête de Charcot, donc il est forcément plus jeune par rapport aux livres qui sont sortis après. Donc, est-ce que vous l'avez rendu? Est-ce que ça a été une difficulté supplémentaire? Comment ça s'est passé? Une difficulté, non. J'allais dire contrainte, mais ce n'est pas des contraintes. Un facteur de plus à intégrer. J'ai essayé, en tout cas, de garder mais c'est pas tant dans la voix aussi, et c'est ça qui est bien rendu dans le livre, c'est que il n'y a pas que la voix, il y a une espèce de naïveté aussi. C'est sa première enquête, il arrive au 36, il est motivé, en même temps, il flippe, il n'est pas forcé, c'est pas encore le commissaire, entre guillemets, Charcot. Oui. Puisqu'on continue à l'appeler commissaire après.
Tu vois. Mais donc il y a dans son rythme aussi, il est plus rapide, il est plus fébrile. Voilà, j'ai essayé de rendre ça au-delà de la voix et effectivement de garder le timbre grave qu'il a. De toute façon, je peux pas trop faire autrement. Mais en l'allégeant un peu, en le rendant un peu plus jeune en général. Voilà. Et pourquoi Franck se retourne en arrière dans l'histoire du personnage? En fait, il y avait un peu un manque sur le personnage de Charcot. C'est-à-dire que c'est le premier personnage que j'ai créé dans Train d'enfer pour Orange Rouge. Ça remonte au début des années 2000 et j'ai créé ce personnage déjà en fait en fonction. C'est-à-dire il avait déjà une bonne quarantaine d'années, il était déjà au 36, il avait déjà vécu pas mal d'enquêtes et je le prends à ce moment-là de sa vie. Et puis j'avance avec lui en fait, sans jamais revenir en arrière, c'est-à-dire depuis la première enquête jusqu'à la dernière, sans compter 1991, donc des enquêtes qui évoluent dans le temps où Charcot vieillit. Jamais je me suis dit, mais en fait finalement, quelles sont les racines profondes de Charcot? Il vient d'où? Pourquoi il est devenu flic? Qu'est-ce qu'il a amené à ce métier? On sait plus ou moins, alors quand on lit tous les livres, etc., on sait plus ou moins qu'il vient du Nord. Voilà, il y a des petits points comme ça qui jalonnent son histoire et qui nous permettent de savoir un peu d'où il vient, mais vraiment sans jamais se poser. Donc je me suis dit, ben voilà, c'est le moment peut-être de revenir à une époque pour expliquer les origines de Charcot. Il se trouve que j'ai un peu de chance parce que j'ai eu l'idée de ramener Charcot en 1991 avant le Covid, en fait. Et en fait, je trouve que c'est vachement bien parce que ce retour en arrière, de s'éloigner de l'époque dans laquelle on est, repartir dans le passé, on s'éloigne un peu de la période anxiogène d'aujourd'hui, on revient à une époque précédente et il y a l'aspect nostalgie qui a fait pas mal de bien à beaucoup de monde. Et enfin, le dernier facteur, c'était... alors aujourd'hui, nous, les romanciers, surtout dans le polar, on souffre beaucoup des nouvelles technologies. Alors c'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la majeure partie des enquêtes, 60-70% des cas, on utilise les ordinateurs, les téléphones portables, et on arrive à plus ou moins résoudre, ou en tout cas aller très très vite pour remonter aux criminels. Alors ça, c'est l'avantage, mais pour nous, romancier, c'est une plaie, parce que nous, quand on écrit, on a envie de flics qui défoncent les portes, qui se retrouvent tout seuls à un moment donné et qui ne peuvent pas appeler au secours. Et on a parlé tout à l'heure, les problèmes, quand on écrit, il y a un problème de réseau juste parce qu'on veut qu'ils ne puissent pas utiliser le portable. Bon, les lecteurs, ils commencent à pas en avoir marre de ces problèmes de réseau, parce que maintenant, on a du réseau presque partout. Et donc voilà, il y avait aussi cet aspect-là de dire, je vais réécrire une enquête à l'ancienne, avec des cabines téléphoniques, où on est obligé encore de déployer les plans, les cartes quand on conduit en voiture. Et ça, c'était génial, voilà, de replonger un peu dans cette atmosphère. C'est très bien rendu. Merci. On en parlait, mais non, mais c'est vrai que ça, on se rend compte à quel point, voilà, on n'enquête plus pareil aujourd'hui. Et c'est vrai que il n'y a plus les trucs sur ordinateur. Ils déploient les plans, les machins, il y a des trucs au mur, faut que je trouve une cabine. Non, mais ouais, non, c'est super intéressant, je trouve. Alors bon, vous aimez bien le genre thriller, j'ai cru comprendre que vous en lisez, etc. Et chez Franck, de temps en temps, il y a des scènes un petit peu compliquées, très dures, en général, le psychopathe, il rigole pas. Ah non, c'est pas des rigolos en général. Donc, et comment on rend ces scènes-là parce que moi, en tant que lectrice, j'ai peur, mais du coup, en tant que... je m'amuse un peu à jouer avec tout ça, justement, avec l'atmosphère. On en parlait un peu tout à l'heure, on a abordé ça, mais voilà, moi j'y vais. C'est vraiment très pesant, très... Voilà, encore une fois, vu que ce que vous disiez, le seul vecteur, c'est la voix, là, il faut jouer avec. Il faut jouer avec, il faut se faire un peu plaisir, il faut faire peur. Il faut faire peur à l'auditeur. Voilà, moi j'ai des amis, des gens que je connais qui ont écouté ce que j'ai fait sur les livres de Franck et qui m'ont dit, il y a des moments, j'écoute ça, une copine qui me dit, j'écoute ça le soir dans ma chambre, dans le lit, j'éteins la lumière, j'écoute. À un moment, j'ai rallumé quand même. Ouais. Ça, c'est vachement intéressant. Je me posais la question, je pense que ça fait peut-être plus peur, l'audio. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, alors déjà il y a l'aspect d'écouter, donc on peut fermer les yeux, puis peut-être imaginer, alors si on se met dans l'ambiance, etc., des scènes bien effrayantes. Mais aussi en fait, c'est justement, tu disais, je ralentis un peu plus le rythme, c'est-à-dire que quand on lit soi-même,
on peut accélérer pour... Voilà, quand on est dans une scène de suspense, si on commence à avoir peur, on accélère, on arrive plus vite à ce qui fait peur. Alors qu'en fait, à l'audio, on ne peut pas accélérer la lecture, et tu ralentis exprès, justement, pour créer une espèce de frustration. Et en fait, ça met le lecteur dans une espèce d'angoisse de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Il subit, en fait. Voilà, je joue avec ça complètement, c'est-à-dire, j'essaie vraiment de m'amuser avec le côté suspense, toutes les fins de chapitre, les climax... je prends bien mon temps et je fais bien sonner les derniers mots. Non, mais c'est très amusant. Et puis, je pense que ça fait partie de l'exercice. C'est un petit peu... moi, j'ai appris ça comme ça. Hein. Je n'ai pas pris de cours pour faire de la lecture audio. Mais plus ça va, plus je me rends compte que oui, on peut... Puis quand les mots sont bien choisis, on dit, tiens, ce mot-là, je vais le mettre un peu en exergue, je vais jouer avec, hop, les 3 petits points, le truc. On essaie vraiment de créer une atmosphère, comme quand on raconte une histoire, en fait. À ses enfants ou voilà, on est vraiment dans le même principe, donc je me délecte un peu de certains détails durs, gore ou gore. Oui, il y en a quand même. Il y a quand même quelques boyaux. Il y a quelques boyaux et pas mal de sang de temps en temps. Donc voilà, non, l'intérêt c'est justement, et quand il y a de l'urgence, du suspense, qu'il y a une poursuite, là pour le coup on accélère un peu le rythme, on est limite dans la lecture un peu essoufflé, on essaie d'emmener le lecteur dans l'état de la scène. C'est super intéressant, encore une fois. Alors je crois que vous êtes en train de lire un nouveau. Ouais, là je suis en train de lire lequel? Là, je suis dans la lecture de Angor. On doit enchaîner avec Pandemia normalement, qui est une sorte de diptyque, un peu comme le syndrome E et Gattaca. Ouais. Voilà. Donc Angor, il est bien aussi. Voilà, il me reste une centaine de pages à lire là, mais non, il se lit bien. Il est très, très agréable celui-là. Alors du coup, Franck, est-ce qu'on va retrouver Charcot pour une nouvelle aventure qui sera donc de toute façon la suite de Charcot? Oui, parce qu'en fait, en général, j'alterne, c'est-à-dire il y a un Charcot dans mes romans. Une année sur 2, il y a un roman avec Charcot, et puis l'année suivante, ça reste du thriller, mais on va dire autre chose, en fait. Pas forcément une enquête policière. Et comme là, en fait, je suis en train de terminer le hors Charcot de 2022. Le prochain, je commence déjà un peu, c'est mon cerveau, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, qui commence déjà à se dire, voilà, Charcot, qu'est-ce qui va se passer? Alors en fait, moi, il y avait 2 options. En fait, 1991, ça a ouvert une espèce de brèche, on va dire, dans le parcours de Charcot, parce que j'ai l'option de continuer à écrire des Charcots d'aujourd'hui, avec des enquêtes d'aujourd'hui, ou alors finalement de me dire, tiens, ces enquêtes des années 90, elles sont vachement bien. Et pourquoi pas, parce qu'en fait, il y a un trou encore quand même entre le Charcot de 91 et le Train d'enfer, qui se passe en 2003-2004. Donc il y a un espace potentiellement que je peux combler. Mais on va dire, là, en fait, en tout cas, à ce stade, j'ai plutôt en tête de poursuivre aujourd'hui dans le présent. Parce qu'en fait, ce qui était intéressant, c'était de créer la surprise avec 1991, c'est-à-dire chez le lecteur qui se dit, mais il y a une vraie surprise de revenir dans le passé, d'écrire la première histoire de Charcot. Si je continue un peu à écrire, peut-être je le ferai un jour, dans les années 90, il y a moins l'effet de surprise. C'est plus quelque chose de dire, tiens, on va continuer parce que c'était intéressant. Et comme moi, voilà, j'essaie quand même à chaque livre de créer une surprise, de créer des univers à chaque fois très, très différents. Là, je vais plutôt revenir dans le monde d'aujourd'hui, où de toute façon, il y a pas mal de choses à raconter. Ouais, moi, si je peux me permettre une parenthèse, je disais à l'instant, j'essaie toujours d'avoir des univers. C'est toujours, ce qui m'a frappé avec Franck, c'est que c'est toujours hyper documenté. Quelle que soit l'intrigue, on est toujours, le syndrome E, on est vraiment dans le cinéma, dans le travail sur la pellicule, le montage, etc., etc. Gattaca, c'est sur les manipulations biologiques, etc. Enfin, il y a toujours une documentation assez dingue. Tu dois faire un travail en amont. D'ailleurs, il doit y avoir quelques mots parfois qui. Oui, il y a 2-3 trucs que je dis, attends, là, on va chercher quand même. Qui accroche un peu. Exactement. Ah oui, alors il y a des trucs, oui, alors ça, oui, donc qui accroche au niveau de la lecture. Ouais, il y en a 2-3 où je me suis repris un petit peu. Du coup, oui, et vous documentez sur certains points, il y a des choses. Non, parce qu'en plus, en général, il parle de sujets qui ont tendance à m'intéresser. Donc, mais j'ai appris pas mal de trucs d'ailleurs.
Mais ça m'a frappé vraiment sur cette documentation. C'est toujours très précis. Il n'y a pas d'invention. Enfin, je pense pas. Je pense que vraiment tu joues avec avec ce qui existe vraiment. Et c'est assez impressionnant. Enfin, je veux dire, je suis toujours été marqué par ça. Alors après, j'ai des noms. Alors, je ne sais pas si tu as croisé, je ne sais plus dans quel livre, des noms de personnages assez aussi. Quand je les écris, je me dis, mon Dieu, si un jour il faut prononcer ça. Alors, tu n'en as peut-être pas croisé, parce que dans d'autres livres, des noms belges. Ah oui, si, des trucs un peu accouchés de. Oui. Non, j'en ai eu deux, trois. Donc voilà, après, on a aussi. On est beaucoup aidé par la préparation. Les livres sont préparés en amont par toute une équipe formidable. Donc on se retrouve avec des fiches, avec des prononciations. Enfin, parfois je me dis alors comment on prononce ça. Voilà, on a des listes avec les mots. Pourrait se poser des questions sur la prononciation. On a les prononciations phonétiques, etc., etc. On a quand même une fiche de réalisation. On appelle ça une fiche réa assez complète et qui nous permet avec les difficultés aussi, toujours les notes en bas de page, savoir si on les lit ou pas. Est-ce qu'on les lit ? Oui, non, alors on les intègre en fait. C'est-à-dire que par exemple, quand on dit des GSE ou machin, voilà, il y a toujours une petite note en bas de page. Nous, on l'intègre c'est intégré dans le dialogue. C'est-à-dire quand on dit, je sais pas, voilà, machin, top, le DGSE, oui, la direction générale, machin. Voilà, on l'intègre dans le truc. Ah oui, pour pas faire, non, parce qu'on peut pas faire de notes. Enfin, ça interromprait complètement. Oui, donc on l'intègre. Et 1991, c'est sur la magie. Est-ce que la pagode a vraiment existé ? Ah oui, là c'est un détail du livre. Oui, alors c'est un univers quand même dans tout le livre, parce que c'est l'univers d'Houdini. Enfin, il y a un peu Houdini qui est un magicien fascinant. En fait, ce qui était intéressant, c'est que les gens ont déjà entendu ce nom Houdini. Enfin, quand on parle de magie et de performance dans la magie, c'est vrai que c'est un nom qui ressort souvent, mais les gens ne savent pas vraiment qui est ce magicien, enfin, ce qu'il a fait. Donc, c'était l'occasion dans le livre voilà, de replonger dans cet univers-là, qui, moi, me fascine, parce que je prends aussi des sujets qui me fascinent, forcément, pour pouvoir mieux en parler, qui me fascinent, mais en même temps, où je me dis, ça serait bien si j'avais du temps pour creuser ces sujets. Et en fait, écrire, ça permet ça, c'est-à-dire... Moi, la mémoire, par exemple, ou en Gore, ça parle des greffes, je trouve ça fascinant. Il y a toujours un côté scientifique, il y a dans 91 aussi. Oui, il y a les manipulations génétiques. Oui, il y a toujours des histoires de... Mais le côté magique est assez... Oui, en plus, justement, comme je suis revenu dans le passé, 91, les années 90, comme je prends toujours des sujets, on va dire entre guillemets, scientifiques, je me dis, je ne veux pas prendre un sujet scientifique des années 90, alors, parce que ça pourrait apparaître passer un peu ringard, parce qu'on se dit, c'était... Donc il fallait trouver un sujet, le juste milieu. En fait, là, je me suis dit, mais la magie, en fait, c'est intemporel, enfin, quelle que soit l'époque, ça fonctionne bien, et donc c'est comme ça que ça m'est venu. Je me dis, bah tiens... Et en fait, en plus, la magie, ça apporte, même dans le récit, dans la manière dont le lecteur lit ou écoute le livre, ça sollicite beaucoup son imaginaire, donc c'est très cohérent, en fait, avec cette histoire, une histoire policière ou quelle qu'elle soit, un roman de manière générale, c'est là pour faire travailler l'imaginaire du lecteur, pour qu'il s'immerge dans un monde et qu'il quelque part il voyage, en fait, c'est ça, et la magie c'est un sujet parfait pour générer ce genre d'image dans la tête du lecteur. Je crois que vous allez nous lire un petit passage avant de terminer. Oui, ok, avec plaisir. Attention, Charcot, le retour. Voilà, pour terminer. Je ne sais pas s'il avec parle Charcot, là. ça serait pas mal. Non, il ne parle peut-être pas là. Ouais, c'est le chapitre 3 de il n'y a pas beaucoup de... 1991. Alors, j'ai une grosse pression là. Côté du boss. Pas se planter. Les arbres avaient chassé le béton. Quand ils eurent quitté la départementale 906 au sud de Versailles, la végétation de la haute vallée de Chevreuse se resserra sur leur véhicule. Un atlas routier déployé sur les genoux, Philippe Vasquez guida Charcot dans le dédale de routes et de villages perdus, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin Saint-Forget. Dans l'obscurité, le lieu semblait vidé de ses habitants. Ils trouvèrent facilement la place de l'église, et le policier sortit pour repérer sur un plan affiché derrière un panneau en plexiglas l'adresse qui l'intéressait,
chemin de l'étang. À vue d'œil, c'était à environ 2 kilomètres à l'orée des bois. Au bout de 5 minutes, la R21 se gara à côté d'une Austin Mini après s'être enfoncée sur une voie de cailloux. Charcot éteignit le moteur, mais pas les phares. Gants en laine enfilés, bonnet noir sur sa coupe en brosse, il demanda à son accompagnateur de ne pas bouger, saisit une Maglite dans la caisse à outils du coffre et défit le fermoir de son holster, juste au cas où. Il fit le tour de l'Austin, puis s'avança vers l'habitation. Il n'avait jamais rien vu de tel. Il s'agissait de 2 énormes containers de transport d'au moins 3 mètres de haut, agencés en angle droit entre les arbres, en partie décorés de bois, sans la moindre fenêtre. Une volée de marche menait à une porte en bois, elle aussi. Sans voisin, presque invisible. Intégrée à la forêt, pensa Franck. Une faible lueur rayonnait par le dessus, comme si la toiture plate était dotée de Velux. La voiture, la lumière, il devait y avoir quelqu'un à l'intérieur. Il frappa du poing sans obtenir de réponse, s'assura qu'il n'y avait pas d'autre issue. Puis il revint à l'avant des containers et tourna la poignée, sans résultat. « S'il vous plaît, c'est la police !» Il se baissa, tenta à l'aide de sa lampe d'apercevoir quelque chose par la fente à courrier. Échoua. Que faire? Où se trouvait la gendarmerie la plus proche? Les alentours étaient totalement déserts. La femme de la photo était-elle encore attachée à son lit, affamée, déshydratée? Charcot refusait de perdre du temps. Il sortit son Magnurin MR73 du holster. Ça lui fit tout drôle de réaliser ce geste en dehors d'un centre de tir. Cette arme pouvait arracher une vie. Il adressa un signe à Vasquez, lui intimant de rester à sa place. Puis il recula d'un pas et d'une vive impulsion vint écraser ses 80 kilos sur la porte. Elle ne céda pas. Il dut s'y prendre à plusieurs reprises pour que, avec un craquement, le bois de l'encadrement explose enfin au niveau de la serrure. Une chaleur de four l'enveloppa sur le champ. Une simple ampoule allumée pendait au plafond. « Il y a quelqu'un ?» Il avait crié, davantage pour se rassurer. Il ramassa le courrier tombé au sol, juste sous la fente. Une facture d'électricité au nom de Delphine Escrémieux. Autour de lui, des dizaines de tableaux étaient entreposés, certains sur des chevalets. Des visages déformés, incomplets, des animaux cauchemardesques, étirés comme s'ils avaient fondu. Les pinceaux, les palettes, les tubes de peinture suggéraient l'atelier d'un artiste au goût morbide. Charcot resta sur le qui-vive. L'arme brandie, il chassa d'un coup sec des draps suspendus et découvrit une partie loft, coiffée d'une verrière carrée qui laissait deviner dans la nuit les hautes cimes des arbres. Les containers étaient aménagés de façon à créer un lieu de vie cosy. Salon, bibliothèque, coin cuisine. Tout paraissait normal, sauf l'odeur, encore subtile à cet endroit, mais suffisamment caractéristique pour que le flic renforce l'étreinte sur son revolver. Il passa un gant sur un chauffage électrique, poussé à fond. Une humidité anormale lui trempait le front et lui donnait l'impression d'évoluer dans une jungle. C'est quoi ce bordel? En s'avançant vers une porte entr'ouverte qui permettait d'accéder à un autre bloc, il perçut des bruissements. Une mouche venait de le frôler. Elle alla se coller contre la verrière. La fameuse mouche à viande bleue, au reflet irisé. De celles qu'on trouve sur les cadavres au moment de la putréfaction. Charcot sut que la mort l'attendait, là, derrière, et qu'elle ne serait pas belle à voir. Impossible de faire demi-tour. La machine était en marche. L'excitation fit place à l'angoisse, et il regretta l'espace d'un instant sa venue ici, seul, sans collègue et hors juridiction. Un excès de zèle qu'il risquait de payer cher. Il s'aventura dans le second espace, couloir, salle de bain, puis arriva dans la chambre. L'odeur lui agressa les narines, à la limite du supportable. Il enfonça un interrupteur du coude. Son premier choc visuel fut le spectacle de ces fichues mouches, agglutinées par dizaines en taches sombres. 2 radiateurs électriques encadraient le lit, diffusant une aura rougeoyante, et un 3e fonctionnait près de l'entrée. Des casseroles dans lesquelles stagnait de l'eau jonchaient le sol. Le jeune policier s'approcha, le dos d'une main plaquée sous le nez, l'autre chassant les insectes. Entre la chaleur et l'air moite, il se liquéfiait sous ses vêtements. Des taches rouges-marron, poisseuses, imbibaient la couette au niveau de l'entrecuisse et de la poitrine de la victime. Une fraction de seconde, ses yeux se posèrent sur les clichés en noir et blanc répartis sur le mur derrière le corps allongé. Des dizaines d'enfants nus, garçons et filles. Du bout des doigts,
Il décolla le sac en papier du menton du cadavre. Il découvrit son visage et eut un mouvement de recul. Défoncé, tuméfié, déjà assombri sous l'effet de la putréfaction. Charcot octa lorsqu'une mouche apparut entre les lèvres, butina de sa trompe la pulpe blanche et s'arracha d'un vol lourd dans les airs. Il partit à reculons, butant contre une casserole, puis l'encadrement de la porte. Le souffle court, il se rua dans le salon où il cherchait un téléphone, en vain. Une fois dehors, il respira avidement l'air pur, puis, livide, courut jusqu'à la Renault 21. Il entendit à peine son passager qui venait aux nouvelles. Il lui fallait trouver une cabine, au plus vite. Merci beaucoup. On y était, là. Ah oui, bah oui, mais j'y suis aussi, moi, en fait. Là. merci Jérémy, merci. Merci. Franck. Avec grand plaisir, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci.